À l'anniversaire de mon frère, je suis entré avec un cadeau. Ma mère m'a vu et a dit à voix haute, « Oh, tu n'étais pas sur la liste des invités. Ce doit être une erreur. » Tout le monde s'est retourné. J'ai simplement posé le cadeau sur le comptoir et je suis parti. Dans le parking, j'ai appuyé sur Mettre en ligne pour la vidéo que j'avais gardée depuis 2 ans. 10 minutes plus tard, mon téléphone a explosé. Ma mère m'a appelé 9 fois et mon père a envoyé un dernier texto, « S'il te plaît, supprime-la. Nous devons parler. » Ce que je regrettais le plus, ce n'était même pas d'être entré dans la fête. C'était d'avoir réellement essayé. D'avoir passé des heures à dénicher ce cadeau. Plusieurs centaines de dollars pour un maillot signé et authentifié de l'équipe dont Travis était obsédé depuis que nous étions enfants. Ce n'était pas non plus une commande de dernière minute sur Amazon. J'ai fait jouer mes relations, utilisé un contact à qui je n'avais pas parlé depuis des années. J'ai même payé un supplément pour la livraison express afin qu'il arrive à temps. Je l'ai emballé moi-même ce matin-là. Pas de carte, juste une boîte propre et un pli parfait sur le papier. Stupide. J'aurais dû m'en douter. Je n'avais pas parlé à mon frère depuis l'histoire du prêt immobilier. Lui et sa petite amie voulaient acheter un appartement. Bon, techniquement un condominium, mais ils ne pouvaient pas se qualifier seuls. Alors, ils m'ont demandé de me porter garant, non pas prêter, me porter garant. Lier mon nom et mon crédit à leur pagaille. Quand j'ai dit non, ils ont tous les deux pété les plombs. Cela s'est transformé en une dispute à grands cris, et c'était la dernière fois que nous nous sommes parlé, il y a 2 mois. Ils vivaient chez mes parents depuis. Et à la façon dont ma mère en parlait, on aurait dit que je les avais mis à la porte d'un refuge. Elle agissait comme si j'avais ruiné leur vie. Sans parler des 2200 dollars que j'ai donnés à mon père l'année dernière en lui disant de ne pas me les rembourser, ou de la fois où je les ai sortis d'affaires quand le chauffe-eau a lâché, ou des courses que j'ai payées, de la facture d'électricité et les 1000 petites choses dont il ne semble pas se souvenir. Tout a été effacé à la seconde où j'ai dit, « Désolé, je ne peux pas aider cette fois. » Mais malgré tout ça, je me suis pointé. Je ne sais même pas pourquoi. Je suppose que je pensais que c'était la bonne chose à faire, la famille et tout ça. Mon père m'a envoyé l'adresse par texto, disant que Travis ne verrait pas d'inconvénient à ce que je passe. Pas tu es invité, juste tu peux passer. Alors je me suis garé à quelques maisons de là, je suis entré en tenant ce cadeau comme s'il signifiait réellement quelque chose. L'endroit était bondé de gens que je n'avais pas vus depuis des années. Tout le monde souriait, buvait, la musique était forte. Ça ressemblait à une célébration. Mon frère au milieu de tout ça, riant avec une bière à la main. J'ai fait un pas à l'intérieur, et c'est là que c'est arrivé. Ma mère m'a vu, m'a regardé droit dans les yeux depuis l'autre bout de la pièce, et l'a dit plus fort que nécessaire. « Oh, tu n'étais pas sur la liste des invités. Ce doit être une erreur. » Le silence qui a suivi n'a pas duré longtemps. Peut-être 3 secondes, mais ça a semblé durer 1 minute entière. Tout le monde s'est retourné. Certaines personnes ont ri maladroitement. Travis a eu un sourire narquois. Quelques-uns ont juste regardé, confus. Je n'ai rien dit. Je suis allé dans la cuisine, j'ai posé le cadeau à côté du gâteau, et je suis sorti directement par la porte d'entrée. Et c'est à ce moment précis que la décision a été prise. Pas de doute, pas de culpabilité. Pas cette fois. La vengeance allait avoir lieu. Je n'allais plus être le silencieux. De retour dans la voiture, j'ai ouvert le dossier dans le cloud. Elle était là, intacte depuis le jour où je l'avais sauvegardée. Une vidéo de 37 secondes envoyée il y a 2 ans par l'ancien colocataire de Travis. Un soir, le type s'est saoulé et a commencé à se vider le cœur, me disant qu'il avait des dossiers sur mon frère. Je ne lui avais rien demandé, mais il me l'a envoyé quand même. Et il y avait Travis, à moitié nu sur un canapé, en train d'embrasser une fille qui n'était pas sa femme. L'image était granuleuse, mais assez nette. Ce n'était pas récent, mais ce n'était pas non plus assez vieux pour être innocent. Je n'ai jamais rien dit. Je ne l'ai jamais montré à personne. Jusqu'à maintenant. Je l'ai mise en ligne sur un lien privé. Pas de hashtag, pas de commentaire, juste une seule ligne, pour mon frère, joyeux anniversaire. Ensuite, j'ai envoyé le lien par texto directement à sa femme. 10 minutes plus tard, mon téléphone a explosé. 3 appels manqués de ma mère, 2 de Travis, puis un autre, et encore un autre. Papa a appelé une fois, puis a envoyé un message, « S'il te plaît, supprime-la. »
Nous devons parler. Et puis un de la femme de Travis, nous devons parler maintenant. Je n'ai répondu à personne. J'ai juste regardé les messages affluer. Il pensait qu'il pouvait continuer à me donner des coups sans jamais en recevoir en retour. Comme si tout ce que je faisais pour eux n'avait aucun coût. Que je serais toujours celui qui se pointe, sourit, et avale la pilule. Plus maintenant. Ce n'était que le début. Je ne suis pas rentré directement chez moi. J'ai continué à rouler, passant par les quartiers que je connaissais, sur des routes que je n'avais pas empruntées depuis des années. Les vitres baissées, le moteur vrombissant, pas de musique. J'avais besoin de silence. Mon téléphone vibrait presque constamment sur le siège passager, l'écran s'allumant encore et encore jusqu'à ce que je finisse par l'éteindre. Ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas qu'il soit en colère. C'était la rapidité avec laquelle le changement s'est opéré, du silence suffisant à l'intérieur de cette maison à la panique totale à la seconde où ils ont réalisé que je ne bluffais pas. Ils étaient habitués à ce que je sois celui qui reste silencieux, celui qui pardonne toujours. Je pouvais sentir le changement arriver, et c'était bon. Vers 23h30, j'ai atterri dans un petit restaurant bon marché dont je me souvenais d'il y a des années. Toujours ouvert 24 heures sur 24. J'ai commandé un café, mais il est resté là, intact. Je n'arrêtais pas de rejouer la scène dans la cuisine, ma main posant le cadeau à côté du gâteau, le dos tourné pendant que toute la pièce me dévisageait. Il pensait qu'il s'en était encore tiré, qu'il pouvait m'humilier pour le plaisir et que j'allais simplement l'accepter. Il ne savait pas ce que j'avais en ma possession. À 1h22 du matin, je me suis connecté au Wi-Fi du restaurant, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vérifié le lien privé. Le nombre de vues avait dépassé 180. Je ne l'avais pas rendu public, je l'avais seulement envoyé directement à Emily, mais de toute évidence, quelqu'un d'autre l'avait partagé. Que ce soit elle ou quelqu'un à qui elle l'avait montré, je m'en fichais. Ça avait fait ce que je voulais. Le secret n'était plus un secret. Quelques minutes plus tard, un courriel est arrivé sur mon compte professionnel. Tu as brisé ma famille. J'espère que ça en valait la peine. Pas de salutation, pas de nom, mais je savais que c'était elle. Emily, la femme de Travis, la seule personne de toute notre famille qui avait jamais été réellement correcte avec moi. J'ai fixé sa phrase pendant un long moment, assez longtemps pour que le café refroidisse. Je ne savais pas quoi ressentir, mais je ne le regrettais pas. Elle méritait la vérité. Travis ne la méritait pas. Il ne l'a jamais méritée. 3 heures ont passé. J'ai repris la route. Cette fois, je ne suis pas allé loin, juste un tour en ville. Au moment où je suis rentré à mon appartement vers 4h30 du matin, j'ai finalement rallumé mon téléphone. 17 appels manqués. 8 de Travis, 4 de maman, 3 de papa, 2 inconnus. Des messages vocaux que je n'ai pas pris la peine d'écouter. Mais il y avait un message qui m'a fait marquer une pause. D'Emily. Je me suis toujours posé la question. Il disait que j'étais paranoïaque. Il me faisait me sentir folle. Je l'ai fixé pendant un moment avant qu'un autre n'arrive. Je suis parti. Je suis chez ma sœur. Pas de colère, pas de drame, juste les conséquences silencieuses de quelqu'un dont la vie venait de se briser net en deux. Puis un texto de papa est arrivé. Tu vas arranger ça. C'était tout. Pas de est-ce que tu vas bien? Pas de que s'est-il passé? Juste un ordre. Comme si c'était moi qui avais tout gâché, comme si je n'avais pas sorti cette famille de la boue pendant des années pendant qu'il me donnait des coups de pied dans les côtes. Je l'ai appelé. Il a répondu à la première sonnerie. La voix à l'autre bout du fil ne semblait pas ébranlée. Elle semblait froide. C'était une blague, a-t-il dit. Tu fais exploser ta propre famille pour rien. Je n'ai même pas répondu à ça. Il a continué. Elle est émotive. Elle s'en remettra. Retire juste ça. Maintenant. Ça n'a pas besoin d'aller plus loin. Je lui ai dit que je ne supprimerai rien. Il est resté silencieux une seconde. Puis il a dit quelque chose qui m'a marqué de la pire des manières. Tu as toujours été le prudent, le silencieux. Maintenant tu veux jouer les héros. Il ne comprenait pas. Aucun d'eux ne comprenait. Il ne s'agissait pas d'être un héros. Il s'agissait de se défendre enfin alors qu'ils étaient encore en plein coup. Il m'a raccroché au nez après que je n'ai pas répondu. Le lendemain, ma boîte de réception s'est de nouveau illuminée. Cette fois,
Ce n'était pas d'Emily. C'était de Travis. Juste une ligne. Tu regretteras ça. C'est là que j'ai souri, car maintenant, pour une fois, c'était lui qui avait peur. Je n'ai pas répondu au texto de Travis. Je n'en avais pas besoin. Le lundi matin, au moment de partir au travail, la moitié de sa vie avait déjà commencé à s'effondrer. Emily ne l'avait pas seulement quitté. Elle a pris ses affaires et a envoyé une photo des tiroirs vides. Une photo de la bague sur le comptoir. Pas de mots, juste la photo. Et d'après ce que j'avais entendu par un ami commun, elle ne reviendrait pas. Mais je connaissais Travis. Il n'était pas du genre à se laisser faire et à encaisser le coup. Il allait riposter. Ça a commencé petit. Cette semaine-là, ma mère a envoyé un texto groupé à notre famille élargie. Quelque chose de vague et de dramatique, s'il vous plaît, priez pour notre famille en cette période difficile. Quelques cousins m'ont contacté, confus. Je les ai ignorés. Puis l'un d'eux, Danny, m'a appelé directement. J'ai décroché. Il a dit que ma mère avait raconté à tout le monde que j'avais fait une dépression nerveuse, que j'étais instable, que je m'en prenais à tout le monde parce que j'étais aigri et seul. Elle leur a dit qu'Emily avait quitté Travis à cause de violences psychologiques et que j'avais déformé une vieille vidéo pour faire croire qu'il l'avait trompée. J'ai ri aux éclats quand j'ai entendu ça. De la violence psychologique de la part d'Emily ? Elle ne crierait pas sur quelqu'un même s'il lui volait sa voiture. C'est là que j'ai su que ce n'était pas fini. Ils n'allaient pas s'excuser. Ils allaient détruire ma réputation pour sauver la sienne. Puis sont venus les appels étranges au travail. Un d'un numéro anonyme demandant si notre entreprise effectuait des vérifications d'antécédents sur le comportement de ses employés sur Internet. Un autre prétendait que j'avais envoyé du contenu inapproprié à une femme mariée. Les ressources humaines se sont impliquées. J'ai dû m'asseoir dans une minuscule salle de conférence pour expliquer que quelqu'un de ma vie personnelle essayait de me salir. Heureusement, ils m'ont cru, mais l'avertissement était clair. Cela empiétait sur un territoire qui pouvait nuire à ma carrière. Alors, j'ai intensifié les choses. J'ai envoyé un autre message à Emily. Pas une autre vidéo, juste une capture d'écran. Le profil Tinder de Travis. Toujours actif, toujours en train de faire des rencontres, toujours en train de balayer les profils. Elle a répondu instantanément. J'ai aussi fait une capture d'écran de ceci, merci. Je n'ai plus eu de ses nouvelles après ça, mais je n'en avais pas besoin. Je savais qu'elle avait fini de jouer à l'épouse silencieuse. Je venais de lui rappeler qui elle avait épousé. Puis, ce vendredi soir-là, c'est arrivé. Quelqu'un a rayé ma voiture avec une clé. Des rayures profondes et moches le long du côté conducteur. Chaque panneau. Ma première hypothèse était Travis, mais il ne le ferait pas lui-même. Il enverrait quelqu'un d'autre. Probablement un de ses amis idiots qui pensaient encore que la loyauté signifiait le vandalisme. J'ai déposé une plainte à la police et j'ai tout joint, les menaces de Travis, la chronologie, les textos. Je ne voulais même pas que quelqu'un soit arrêté. Je voulais juste une trace écrite. Puis j'ai reçu l'appel. Mon père à nouveau. Tu es en train de ruiner cette famille. Je n'ai pas répondu. Tu n'auras pas $1 de plus de ma part. J'ai eu envie de rire. Il ne m'avait pas donné un centime depuis que j'avais 17 ans. Alors, je l'ai finalement dit. C'est très bien, car à partir de maintenant, tu n'en auras plus un de ma part non plus. Il a marqué une pause comme s'il ne comprenait pas. Alors, j'ai expliqué, l'argent pour la réparation de la voiture que j'ai payée l'année dernière. Les 3 mois de course quand maman était malade. Les $2200 que je lui ai donnés sans attendre de retour. Parti. Oublié. Eh bien, maintenant je m'en souvenais. Et ça allait rester gravé dans ma mémoire. C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé. Mais il me restait un dernier coup à jouer. Une chose à laquelle il ne s'attendrait pas. J'ai commencé à rassembler chaque reçu, chaque virement, chaque courriel et message où il demandait de l'aide. Tout allait dans un dossier parce que s'ils voulaient jouer salement, ils allaient voir jusqu'où je pouvais aller. Je ne prévoyais pas de tout réduire en cendres, pas d'un seul coup. Je voulais qu'ils se tortillent, pas qu'ils explosent. Je voulais que le silence entre nous s'étire, long et tranchant comme un fil sous tension. Mais ils ont de nouveau fait le premier pas. Ils voulaient la terre brûler. Très bien. Le lundi matin, j'avais tout rassemblé, relevé bancaire, archive PayPal, virement Venmo, message texte,
courriels, et même quelques vieux messages vocaux. J'ai organisé chaque centime que je leur avais envoyé par catégorie, service public, urgence, couverture de loyer, cadeaux d'anniversaire, prêts temporaires qui n'ont jamais été temporaires, et ceux où j'étais assez stupide pour dire « ne t'en fais pas pour ça ». J'ai créé un dossier intitulé « Dettes non remboursées, famille ». Je ne savais pas encore ce que j'en ferais. Le simple fait de le constituer me procurait un calme étrange. C'était comme voir le grand livre de ma patience. Puis cet après-midi-là, j'ai été convoqué dans le bureau de mon manager. Les ressources humaines attendaient. Elles avaient reçu une plainte formelle, anonyme, mais très spécifique. Elles m'accusaient de cyberharcèlement, de faute personnelle et de manipulation numérique de médias privés dans le but de nuire émotionnellement. Ils ont utilisé des mots comme préoccupant, sensible et risque pour la réputation. Je n'ai pas eu besoin de demander d'où ça venait. Il était clair qu'ils n'en avaient pas fini avec moi. Il ne s'agissait plus d'une vidéo. Ils essayaient de tout prendre, le travail, la crédibilité, l'avenir, la seule chose que j'avais construite sans demander l'aide de personne dans cette famille. J'ai été mis en congé. En attente d'examen. Alors, j'ai intensifié les choses. J'ai ouvert ma boîte de réception et rédigé un courriel. J'ai joint un document intitulé « Résumé des prêts et du soutien financier non remboursés ». C'était détaillé, précis, et incluait des captures d'écran avec des eurodatages. Je l'ai envoyé à mon père. J'ai mis ma mère en copie. J'ai mis mon avocat en copie cachée. Ce n'était plus une simple menace. J'avais pris rendez-vous pour une consultation le vendredi matin. L'objet était simple, avis d'action financière en attente. Exactement 23 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Pas de bonjour. Pas de souffle. Juste, tu ne ferais pas ça. Tu ne poursuivrais pas ton propre père en justice. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé remplir le silence avec toutes les choses auxquelles je m'attendais, comment cela blessait la famille, comment je surréagissais, comment j'étais égoïste. Puis elle a dit quelque chose que je ne l'avais pas entendu dire depuis longtemps. Très bien. Fais ce que tu as à faire. Sache juste que c'est fini entre nous. J'ai mis fin à l'appel sans dire un mot. Je pensais que ce serait la fin pour la soirée. J'avais tort. Vers 22h40, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement. J'ai regardé par le Judas et pendant une seconde, j'ai vraiment cru que je rêvais. Émilie. Elle se tenait là, tenant une petite clé USB noire. Pas de sac, pas d'expression, pas de mots, juste la clé. Elle me l'a tendue. Je n'essaie pas de faire traîner les choses, a-t-elle dit, mais j'ai trouvé ça dans le bureau de Trévis, caché sous de faux dossiers fiscaux. Je pense qu'il devrait entendre ce qu'il y a dessus. Et puis elle est partie. Je suis resté assis là pendant 1 heure avant de la brancher. Il y avait plusieurs fichiers audio datant de l'année précédente. Il m'a fallu 1 minute pour comprendre ce que c'était. Des enregistrements secrets. Des mémos vocaux. Trévis avait enregistré des conversations avec mes parents. La plupart n'étaient que des futilités et des disputes, des commérages, des bêtises. Mais un extrait m'a glacé le sang. La voix de ma mère, il ne fait pas partie de la famille. C'est un portefeuille avec un visage. Trévis a ri. Il dit non une fois, et soudain il pense qu'on lui doit quelque chose. Puis mon père est intervenu. Ne t'inquiète pas, laisse-le bouder. Il reviendra en rampant comme toujours. Il n'a personne d'autre. Je suis resté dans ma cuisine à écouter cette boucle 3 fois. Puis j'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau, preuve pour usage légal. Parce qu'il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de couper les ponts d'une manière dont il ne pourrait jamais se remettre. Vendredi matin, je suis entré dans le bureau de l'avocat avec une clé USB dans ma poche et le calme de quelqu'un qui avait cessé de se soucier des conséquences. Je n'étais pas là pour donner des coups. J'étais là pour tracer une ligne. La consultation n'a pas duré longtemps. Je lui ai montré le dossier, les virements, les enregistrements vocaux. Sa réaction a été exactement celle à laquelle je m'attendais. Vous avez assez d'éléments ici pour déposer une plainte au civil. Facilement. Il m'a demandé si je voulais les poursuivre tous en justice ou seulement mon père. J'ai dit que je commencerais par mon père. Les $2200 étaient plus que suffisants pour que ce soit réel. Il ne s'agissait pas de l'argent. Il s'agissait de donner le ton. J'ai envoyé une lettre formelle ce soir-là,
un avis d'intention légale, par courrier recommandé. Elle arriverait dans leur boîte aux lettres le lundi matin. Je m'attendais à ce qu'ils appellent, se présentent ou au moins crient à nouveau sur ma messagerie vocale. Mais ils ne l'ont pas fait. Ce silence était plus assourdissant que tout ce qu'ils avaient dit auparavant. Puis le dimanche soir, la fracture finale est survenue. L'ami de Travis, Jérémy, le même type qui traînait partout avec lui et postait des photos odieuses de leur bande, m'a envoyé un message. Juste un lien, pas de message. J'ai cliqué. Une story Instagram privée, enregistrée depuis un écran. Elle montrait Travis faisant les 100 pas devant un bar, criant dans son téléphone, ivre. L'audio était de mauvaise qualité, mais on pouvait quand même entendre des bribes. Elle m'a foutrement quitté à cause de ce lâche de frère que j'ai. Il a ruiné ma vie. Je vais bousiller son travail, je le jure devant Dieu. Il ne s'agissait même plus d'Émilie. Il ne s'agissait pas de moi, de la vidéo ou de la fête. Il s'agissait de contrôle. Et Travis ne l'avait plus. Cela lui faisait peur. Lundi après-midi, mon père m'a de nouveau envoyé un texto. Tu as fait valoir ton point de vue. Annule tout. Je n'ai pas répondu. Puis il a appelé. Je n'ai pas décroché. Puis un deuxième texto. Nous irons au tribunal si c'est ce que tu veux. J'ai répondu avec une capture d'écran du reçu du courrier recommandé et rien d'autre. Cette nuit-là, Travis m'a appelé. J'ai laissé sonner. Puis il a envoyé un message vocal. 30 secondes de jurons et de menaces. À la fin, il a dit quelque chose qui m'a glacé les mains. Tu crois que tu as gagné? Tu crois que c'est fini? Alors, j'ai pris la clé USB, les imprimés, la chronologie, et j'ai déposé la plainte officielle. Cours des petites créances. Propre, direct, documenté. Une semaine plus tard, ils ont été assignés. C'était la dernière fois que quelqu'un de ma famille m'a parlé. Pas de textos, pas de messages vocaux, pas de courriels étranges, pas de menaces. Juste le silence, comme le dernier souffle après un cri. Je suis entré dans mon appartement cette nuit-là et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi. Cela fait un peu plus de 5 mois depuis l'audience au tribunal. Assez longtemps pour que la poussière soit retombée, mais pas assez pour que l'air soit pur. J'ai gagné. Techniquement. Le juge a statué en ma faveur. Mon père a été condamné à rembourser les $2200. Il ne l'a jamais fait. Pas un centime. Mais ce n'était jamais vraiment le but. Le but était de tracer une ligne, de faire comprendre que je n'étais plus leur plan de secours, ni leur sponsor silencieux, ni leur filet de sécurité. Je voulais qu'ils sachent que j'avais fini de jouer mon rôle dans leur histoire. Le procès a fait la une des journaux, du moins au sein de la famille. Un cousin m'a envoyé un texto après le jugement et a dit « Je n'arrive pas à croire que tu l'aies vraiment fait ». Je n'ai pas répondu. Je n'ai eu presque aucune nouvelle depuis. Émilie a finalisé le divorce il y a 2 mois. Une rupture nette. Elle a déménagé au Colorado pour vivre avec sa sœur, a pris un emploi dans une organisation à but non lucratif. Elle m'a envoyé un dernier courriel, juste un « merci calme et mesuré ». Elle a dit que si je n'avais pas envoyé cette vidéo, elle serait probablement encore coincée à essayer de réparer quelque chose qui n'a jamais voulu être réparé. Je lui ai dit qu'elle ne me devait rien, mais que j'étais content qu'elle s'en soit sortie. C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé. Je n'ai ni vu ni entendu parler de mes parents depuis le jour où les papiers du tribunal ont été livrés. Pas d'appel, pas d'excuses, pas de fausses tentatives de réconciliation. Ma mère m'a supprimé de son Facebook sans un mot. Mon père n'a jamais répondu aux relances de l'avocat. Ils ont disparu, comme si je n'avais jamais existé pour eux en premier lieu. De temps en temps, je reçois encore des nouvelles de Travis. Pas directement, juste par des amis communs ou des identifications aléatoires auxquelles je suis encore connecté. Il est seul maintenant, il boit plus, sans emploi aux dernières nouvelles. Il vit de nouveau au sous-sol, prétendant que tout va bien, racontant toujours aux gens que j'ai ruiné son mariage avec une vieille vidéo. Je ne prends même plus la peine de me défendre. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Il y a quelques semaines, j'ai retrouvé ce cadeau d'anniversaire, le maillot signé que j'ai laissé sur le comptoir de la cuisine ce soir-là. Quelqu'un l'avait fourré dans un sac en plastique et l'avait laissé sur le seuil de ma porte. Pas de mots, pas de message, juste un retour silencieux, comme si cela ne s'était jamais produit. J'ai presque ri.
Il ne pouvait pas le jeter, ne pouvait pas le brûler, mais il n'en voulait pas non plus. C'était trop réel, un rappel trop puissant. Alors, je l'ai pris et je l'ai mis dans un tiroir. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé. Peut-être parce que c'est la dernière chose que je leur donnerai jamais. Maintenant, nous ne nous parlons plus. Nous ne nous voyons plus. Pas d'anniversaire, pas de fête, rien. Et c'est étrange parce que je pensais que ça ferait plus mal. Je pensais qu'il me manquerait, mais ce n'est pas le cas. Pas vraiment. L'idée de ce que la famille était censée être me manque, pas ce que la mienne était réellement. Nous sommes comme des navires en mer maintenant. À la dérive, pas perdus, juste séparés. Pas de lumière, pas de contact, aucun cap ne nous ramènera jamais ensemble. Et j'ai fait la paix avec ça. Parce que parfois, couper les ponts n'est pas cruel. C'est de la survie. Cela fait presque 1 an maintenant. La vie est calme. Ce genre de calme dont on ne réalise le besoin qu'une fois qu'on l'a enfin obtenu. J'ai déménagé le mois dernier. Ville différente, endroit plus petit, moins de désordre. Je n'ai rien dit à personne de mon ancienne vie. J'ai changé de numéro, n'ai laissé aucune adresse de suivi, juste une déconnexion nette. Mais il y a quelques semaines, j'ai reçu un message via mon courriel professionnel d'un nom que je n'ai pas reconnu tout de suite, Linda P. J'ai failli le supprimer comme un pourriel jusqu'à ce que je lise la première ligne. Je pense que vous devriez savoir que votre père est à l'hôpital. Cela venait de quelqu'un du petit centre communautaire où il faisait occasionnellement du bénévolat, du moins quand il voulait que les gens pensent qu'il faisait quelque chose d'utile. Le message disait qu'il s'était effondré. Une sorte d'accident vasculaire cérébral. Stable maintenant, mais ça avait l'air grave. J'ai fixé le courriel pendant presque 1 heure. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai continué ma journée. 3 jours plus tard, un autre message est arrivé. Cette fois, d'un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Il demande si tu vas venir le voir. Ta mère est assise à son chevet. Ils disent qu'il pourrait ne pas se réveiller. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas de l'amertume. Je ne ressentais pas de haine. Je me sentais juste au bout du rouleau. L'histoire était déjà terminée pour moi. Ils avaient tourné la page il y a longtemps, et j'avais déjà refermé le livre. Puis la semaine dernière, le dernier tournant inattendu est arrivé. Une lettre, du vrai papier, pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un chèque. 2200 $. Pas de mots, juste ça. Je me suis assis et j'ai ri. Un de ces rires creux et confus qu'on ne peut expliquer. Je ne l'ai pas encaissé. Je l'ai juste fixé pendant un moment, puis je l'ai mis dans un tiroir juste à côté de ce stupide maillot. Je ne sais pas qui l'a envoyé. Mon père, ma mère, quelqu'un essayant de régler une affaire avant la fin. Mais ça n'a rien changé. Parce que la vérité, c'est que la conclusion ne vient pas des gens qui vous ont blessé qui finissent par arranger les choses. Elle vient quand vous cessez d'attendre qu'ils le fassent. Je ne sais pas si mon père est toujours dans ce lit d'hôpital. Je n'ai pas vérifié. Peut-être qu'il est réveillé. Peut-être qu'il ne l'est pas. Peut-être qu'il le regrette. Ou peut-être qu'il est toujours convaincu que j'étais le méchant. Ça n'a plus d'importance. Ce que j'ai appris, c'est que parfois les choses les plus douloureuses sont celles qui ne se résolvent jamais. Elles s'estompent simplement, lentement, silencieusement, jusqu'au jour où vous réalisez que vous n'y avez pas pensé depuis des semaines. C'est ce qui nous est arrivé. Nous n'avons pas explosé. Nous ne nous sommes pas réconciliés. Nous avons juste dérivé comme des navires dans la nuit. Et je n'ai plus jamais rallumé ma lumière.